Donc nous revoici pour la partie sur les aires protégées. On va voir qu'il y a beaucoup de catégories différentes d'aires protégées. On va voir qu'est-ce qui est permis ou pas selon les différentes catégories, parce que nous, dans nos têtes, souvent, si je vous dis aire protégée, je suis sûre que parmi vous, il y en a plein qui pensent au fait que c'est un territoire sur lequel on a le droit de rien faire. Ben, vous allez voir qu'il y a des aires protégées sur lesquelles on peut chasser, sur lesquelles on peut faire de l'exploitation minière, sur lesquelles on peut couper des arbres. Donc il y a vraiment des différents degrés de protection dans différentes catégories d'aires protégées. On va commencer par une définition. Donc les aires protégées au Québec, là j'ai pris une définition qui vient de la loi sur la conservation du patrimoine naturel, une loi de 2002. Donc encore une fois, on révise. Le premier mot important du titre de la loi, loi sur la conservation. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle C 61.01, parce que donc dans l'ordre alphabétique des lois qui commencent par un C, elle est venue s'insérer entre la C61 et la C62. Et elle est abrégée par ses initiales LCPN. Donc dans cette loi, si on allait chercher la loi sur Internet, sur Légis Québec, Publication Québec, etc., puis qu'au début de la loi, on allait regarder dans la partie définition, ben c'est là que j'ai trouvé cette définition. Donc une aire protégée, selon cette loi, c'est une portion de terre, de milieu aquatique ou de milieu marin, géographiquement délimitée. Donc ça c'est en gras et en jaune parce que c'est une des bases de cette définition. Il y a une délimitation géographique précise, c'est pas ce coin du Québec à peu près est protégé, il y a vraiment une limite, une frontière, on sait où commence l'aire, où finit l'aire. Donc, portion de terre, de milieu aquatique ou de milieu marin géographiquement délimité, vouée spécialement à la protection et au maintien de la diversité biologique, aux ressources naturelles et culturelles associées. Pour ces fins, cet espace géographique doit être légalement désigné. Ça aussi, j'aurais pu le mettre en jaune et en gras, la partie de la fin. Légalement désigné, réglementé, administré par des moyens efficaces juridiques ou autres. C'est la deuxième partie très importante de cette définition. Donc là encore, oui, il y a une limite géographique précise, mais en plus, il y a vraiment un statut légal particulier avec des règlements et des moyens de défense de ça. Donc il y a des recours juridiques devant les tribunaux, etc. si les gens ne respectent pas ce qui est autorisé ou interdit à l'intérieur de cette aire-là. Donc encore une fois, les deux parties importantes de cette définition, vous l'avez déjà en jaune, en gras, géographiquement délimité, mais j'aurais dû mettre aussi légalement désigné, réglementé, administré par des moyens efficaces, juridiques ou autres. Ça c'est encore une fois vraiment les deux parties importantes. Et bien évidemment, la troisième partie importante, mais là j'ai pas souligné parce que ça paraît évident de par le terme même d'aire protégée, c'est que c'est voué à la protection et au maintien de la diversité biologique, des ressources naturelles, etc. En fait, tout est un peu important dans cette définition. Donc on vous demandera pas de la prendre forcément par cœur, mais vous devez être censé de la comprendre dans vos mots. Importance des aires protégées. Pourquoi c'est important de protéger notre milieu naturel? Qu'est-ce que le milieu naturel nous apporte qui est essentiel pour le maintien de la vie des écosystèmes, de la nôtre? Donc ça c'est une question d'habitude que je pose en classe et puis je vous demande vos avis là-dessus. Donc là, je n'ai pas vos retours, donc on va y aller tout de suite. Tout simplement, bien évidemment, donc pourquoi c'est important de protéger des aires? Parce que ça va participer au maintien de la diversité des espèces, des écosystèmes, des ressources génétiques sauvages. On connaît aujourd'hui l'importance de la biodiversité sur la Terre. Atteinte d'objectifs de développement durable, ça aussi c'est un concept de plus en plus important aujourd'hui. On en a parlé dans le cours précédent. Donc de protéger des territoires, ça nous permet d'atteindre comme ça des objectifs de développement durable, de préserver le milieu pour les générations futures. Et notre milieu naturel en lui-même nous apporte plusieurs bénéfices qu'il est indispensable de protéger. Bien évidemment, tout ce qui est production d'oxygène, on sait que tout ce qui est végétaux de par la photosynthèse va produire de l'oxygène qui est indispensable à notre vie, bien évidemment.
Absorption et réduction de polluants, ça vous le savez sûrement aussi, notamment les milieux humides. Les plantes de milieux humides souvent sont des filtres naturels de pollution. Les quenouilles, par leurs rhizomes, etc., vont absorber, réduire de la pollution. Améliorer les conditions climatiques. Souvent, vous avez sûrement entendu parler des îlots de chaleur, des îlots de verdure, des choses comme ça. Donc la végétation va faire comme un microclimat souvent qui va être favorable à notre vie, encore une fois. Donc, par exemple, dans les villes, on s'est rendu compte qu'il y avait des îlots de chaleur dans les zones complètement bétonnées, alors que si on plante des arbres qui vont faire de l'ombre au bord des rues, qui vont produire de l'humidité aussi par leur évapotranspiration, décidément j'ai du mal en ce moment avec mon articulation, donc encore une fois, c'est ça, les plantes vont faire de l'ombre, vont faire de l'humidité, vont faire de la fraîcheur, donc ça contre les îlots de chaleur et ça fait des microclimats plus agréables. Régularisation et purification des cours d'eau, ben là encore on le sait, toutes les plantes de bordure de rivage, comme je l'ai dit un peu pour les milieux humides, vont filtrer naturellement toutes les pollutions, le ruissellement qu'il peut y avoir sur la terre ferme à cause de nos activités. Ça va purifier donc et réduire la pollution qui s'en va au cours d'eau. Et finalement, ben c'est ça, les aires protégées, on peut voir ça comme des laboratoires naturels où on préserve les dynamiques naturelles, comme son nom l'indique, qui nous permet d'en apprendre plus un petit peu sur les écosystèmes, la vie sauvage, etc. Puis ça peut être aussi une banque de potentiel biologique et génétique. Donc si une espèce disparaît de telle ou telle région, en conservant comme ça de la génétique sauvage, on va dire, et locale, ben, ça peut être une source de recolonisation pour des sites perturbés. On parle autant d'animaux que de végétaux. Ça peut se faire pour ces deux aspects de la vie. Donc, un petit historique, ce qui a trait, là les pourcentages que vous voyez, c'était les pourcentages du territoire québécois qui avait un statut d'aire protégée selon les années. Donc vous voyez qu'en 1987, on part de loin, on était à 0,36% du territoire qui avait un statut particulier de protection. C'était donc, ça se limitait à quelques parcs et réserves écologiques. Puis donc en 87, il y a le ministère de l'Environnement qui publie un rapport qui s'appelle les milieux naturels protégés du Québec. Donc c'est un premier bilan des aires protégées à cette époque. Donc encore une fois, le bilan a dû être rapide avec 0,36% de la superficie protégée. Donc à partir de là, ben, il y a eu des petits cheminements pour essayer d'améliorer la situation. Donc en 1999, vous voyez, on arrive à 2,84% de territoire protégé. Le ministère de l'Environnement publie à ce moment-là un deuxième bilan des aires protégées. Mais ça reste encore un portrait, une synthèse. C'est pas un outil législatif, c'est juste des bilans de l'état de la situation. En 2007, on grimpe, regardez ce chiffre incroyable de 4,79%. Donc là, pour la première fois, en plus d'un troisième bilan publié sur les aires protégées, là on se dote d'un outil législatif qui est le registre des aires protégées du Québec. Donc là, on commence vraiment à légiférer encore une fois sur qu'est-ce qui est les usages qui sont permis, qui sont interdits. C'est un outil de planification, un outil de gestion. Donc là, on monte quand même d'un cran à ce moment-là. Ensuite, en 2011, le Québec va se fixer un objectif à atteindre, donc un objectif de 12% pour 2015. Donc ça, c'était vraiment des décisions, ça vient de décisions de discussions, pardon, j'ai du mal ce soir, ça vient de diverses discussions au point de vue international, donc dans des conventions internationales, des choses comme ça. Et donc, attention, en 2015, est-ce que ce chiffre de 12% a été atteint ou pas? Suspense. Non, je ne sais pas si le suspense était si grand que ça, mais donc à 2015, au lieu des 12% prévus, le Québec est seulement à 9,16% d'aires protégées. Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on avait un objectif pas atteint?
Donc désolée, j'avais fait une pause parce que je suis professeur, mais en cette période de confinement, je suis aussi attachée diplomatique, donc j'ai dû aller gérer une, une situation de crise entre mes deux représentants de ma progéniture. Donc, je disais donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'en général, quand les pays comme ça se fixent des objectifs qu'ils n'arrivent pas à atteindre, eh ben, ils s'en fixent des nouveaux pour plus loin. Donc, le nouvel objectif fixé lors de la Convention sur la diversité biologique de l'ONU qui a été signée par 195 pays, et bien, donc, on se met une nouvelle date qui là devient le 31 décembre 2020 et on augmente, on n'a pas réussi à tenir notre premier objectif, mais on se dit qu'on va réussir à rattraper en visant plus loin, donc on augmente quand même aussi le pourcentage, donc là c'est plus 12% qu'on vise, mais 17% pour donc le 31 décembre 2020, donc pour cette année. Voici un petit aperçu de la progression depuis 2015 donc. Rappel encore une fois, en 2015 on était donc à 9,16% au lieu de 12%. En 2018 on était à 9,39%, donc vous voyez la progression en 3 ans. Donc là encore suspense. Pensez-vous qu'en 2020 on va atteindre les 17%? En tout cas au 31 décembre. Pour le moment, je peux vous donner le chiffre au 31 mars de cette année. Donc, on était à 10,04. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais je pense qu'on peut dire quand même bonne chance pour réussir, vu la progression depuis 2015, 2018, 2020. C'est ça, je ne veux pas être pessimiste, mais on verra si à la fin de l'année, on atteint 17%. Il n'y a pas que moi qui suis pessimiste entre guillemets. Donc ça c'était un article de Thomas Gerbet qui avait été publié donc sur les aires protégées au Québec, etc. le 31 mai 2019, l'année dernière, pour Radio-Canada. Comme le Québec, le Canada, parce que c'est ça, là, moi je vous parle des chiffres québécois, mais si on regarde au niveau fédéral, le Canada aussi accuse du retard donc et figure même parmi les cancres de la planète. Même la Chine avec 17%, eux ils y sont déjà, et les États-Unis avec 13% font mieux que nous. Donc ce 10,04% d'aires protégées, ben, en fait il est réparti sur 4892 sites différents, donc ça c'est les chiffres de cette année. Et donc ces 4892 localités, aires différentes, ben, c'est un portrait très varié en niveau de superficie. Dans les derniers chiffres que j'avais, il y avait seulement 2 de ces 4892 aires qui faisaient plus de 10 000 km². Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais ça vous donne quand même une idée. Donc il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont vraiment grandes. Sinon, la grande majorité faisait moins de 10 km². Et il y a même 40% qui faisaient moins de 1 km², donc comme la forêt-école par exemple. Donc c'est ça, c'est juste pour que vous essayiez de visualiser qu'il y a vraiment des tailles très différentes. Là, ça va de 1 km² ou moins jusqu'à 10 000 km² pour chaque site en lui-même. Donc tous ces sites protégés, ben, ils se divisent en 32 désignations juridiques différentes. Donc ça, je ne sais pas si on va réussir à vous donner le petit exercice formatif là-dessus ou pas. Mais en tout cas, c'est ça. Sachez qu'il y a plusieurs désignations. Je pense que je vais faire une pause après pour aller vous arranger une petite visite sur le site du ministère pour vous montrer ces désignations différentes au cas où on ne puisse pas faire l'exercice. Donc, dans ces aires-là, il y a 97,9% qui sont gérés par le Québec, un sol québécois. Il y a 1,2% qui sont gérés par le Canada. Donc ça on l'a vu, il peut y avoir des terrains fédéraux à l'intérieur du Québec, dont les parcs Canada, encore une fois, ils rentrent dans ce pourcentage-là. Et il y a 0,9% qui sont partagés, la gestion est partagée entre le Québec et le Canada. Donc ça c'est des pourcentages de 2015, j'ai pas réussi à trouver ceux plus récents, mais ça n'a pas dû bouger énormément. Donc c'est pour vous montrer que vraiment la majorité sont gérées par le Québec lui-même, mais comme il y a des terres fédérales un peu sur notre territoire, ben, il y a quand même des petits pourcentages là qui sont gérés soit par le Canada tout seul, soit conjointement tous les deux.
Ça, c'est une carte pour vous montrer ailleurs dans le monde le pourcentage d'aires protégées de différents pays. Donc ça, c'est pour notre curiosité, on va dire. En tout cas, moi, je suis curieuse, donc c'est le genre d'infos que j'aime bien aller fouiller. Et donc, je pense qu'il y avait un truc un peu plus interactif. Non. C'était vraiment juste elle. Là, ça charge, c'est pour ça. Voilà. Donc, là, vous voyez, on a un code couleur qui nous dit le pourcentage d'aires protégées dans chacun des pays. Donc vous voyez, en effet, nous, le Canada, on est en vert un petit peu plus clair que les États-Unis. Donc là, vous voyez, on était à 9,7%. Ça, c'était les chiffres de 2018, je crois. Ouais, c'est ça, ou peut-être un peu plus après. Bref, en tout cas, le chiffre est... Ah mais oui, ça c'est pour le Canada, c'est pas pour le Québec, j'ai rien dit. Donc, bref, vous voyez... Comme dit dans l'article de 2019 du journaliste de Radio-Canada, vous voyez, on est sur Radio-Canada aussi, donc c'est ça, les États-Unis sont à 13 et la Chine est encore un plus foncé avec 17%. Et donc, ben, c'est ça, vous pouvez naviguer sur les pays. L'Australie est à 17 aussi, le Brésil, vous voyez, est vert très foncé, 29%. Après, on a des pays, bien évidemment, la Mauritanie, Libye, c'est des pays, on va dire, qui ont peut-être d'autres problèmes internes à gérer que les aires protégées, malheureusement, hein, les pays où il y a des conflits armés, etc. Afghanistan, 0,1%. Russie est comme nous, 9,7%. Russie, Canada, égalité. La France, pour les Français, 25,8% d'aires protégées. Donc vous pouvez vous amuser comme ça à naviguer sur la carte. Là, vous pouvez pas cliquer directement vu que c'est une vidéo, mais regardez là, Radio-Canada, quel pays compte plus d'aires protégées? Vous êtes capable de retrouver si un jour vous voulez venir fouiller plus en avant là-dessus. Donc, classification des aires protégées. Je vais faire une pause ici, je pense, parce que là, je pense on doit déjà être à une capsule assez longue. Et au pire, je vais plutôt vous montrer les différentes désignations, là, les 32 désignations différentes d'aires protégées au Québec. Donc, nous voici sur le site, comme vous voyez en haut, du ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques du Québec, puisque c'est de ce ministère-là donc que dépend le registre des aires protégées. Donc là, vous voyez, si ça vous intéresse d'aller fouiller là, vous avez des cartes, des petits camemberts, on y reviendra plus tard, le contexte, pourquoi un registre, donc plein d'informations que moi je trouve intéressantes. Classification des aires protégées en différentes catégories, c'est des catégories qu'on va voir justement dans la suite du PowerPoint. Mais vous voyez, donc il y a 6 grandes catégories internationales et à l'intérieur de ces 6 grandes catégories internationales, ben, le Québec, donc, les voilà, a 32 désignations différentes, donc qui donnent des statuts différents. Il y a des désignations à l'intérieur desquelles on a le droit de faire des choses, d'autres pas. À nouveau, si on a le temps, on va vous mettre un petit exercice avec la définition et le nom de la désignation. Il faudra que vous remettiez ensemble. Sinon, c'est pas très grave, vous verrez ça dans vos voies de sortie respectives au besoin. Mais vous voyez donc, par exemple, on a différentes désignations d'habitats fauniques, on a des parcs marins, on a des réserves aquatiques, des réserves écologiques, des réserves nationales de faune. Donc là-dedans, il y en a qui sont fédéraux et il y en a qui sont provinciaux. Donc c'est ça, c'était juste pour que vous sachiez que dans les 6 grandes catégories dont je vais parler, se répartissent ces diverses désignations-là. Et vous voyez dans le tableau, vous avez combien on a de kilomètres carrés par désignation et quel pourcentage ça représente. Donc pour arriver au 10,04 dont je vous ai parlé en ce moment en 2020. Et donc vous voyez, ça représente 167 394 kilomètres carrés. Ouais, on va arrêter ici.